le groupe Les Républicains, Monsieur Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier nos interlocuteurs des explications qu'ils ont bien voulu nous donner. Pour nous, le financement participatif a d'abord un mérite, c'est qu'il n'est pas du financement public. Je rappelle que le soutien public à l'énergie renouvelable représente chaque année plus de 5 milliards d'euros, et ce alors que nous sommes déjà exportateurs nets d'électricité, une électricité dont la demande intérieure n'augmente pas, vous le savez, depuis 15 ans. On sait que l'électricité est très minoritaire dans la consommation finale de l'énergie de notre pays. Pourtant, l'État investit prioritairement dans l'électricité renouvelable, alors que ce serait plutôt sur le transport et le chauffage que les marges de progression carbone sont les plus fortes. J'aimerais que vous nous exposiez la nature des différentes énergies renouvelables financées de manière participative, vous complétiez en tout cas. Avez-vous le même biais électrique que l'État? Je m'adresse tout particulièrement à Monsieur le représentant des réseaux de chaleur. Comment expliquez-vous cette relative surdité à accéder à l'aide publique par rapport à d'autres acteurs moins impactants en termes environnementaux? Le deuxième avantage du financement participatif, c'est qu'il incite à l'investissement local. Je crois que vous l'avez d'ailleurs bien rappelé. Comment l'avez-vous montré, comme vous l'avez d'ailleurs montré dans votre exposé, J'aimerais que vous nous confirmiez par les chiffres quelle proportion d'investissements participatifs sont à proximité des projets qu'ils financent et quelle proportion sont des investissements purs, ne répondant peut-être qu'à un objectif de rentabilité. Par opposition à cet investissement local, la stratégie actuelle de l'État impose au territoire des efforts bien différents. Mon département, la Somme, est éolien intensif, représentant à lui seul 10% de la puissance éolienne nationale, tandis que certains départements n'en comptent toujours aucune. Et le seuil d'acceptabilité, vous le savez, se rapproche dangereusement. Quel est votre regard sur le rôle de l'investissement participatif comme cheval de Troie du consentement? Constatez-vous que les gens engagés via leur porte-monnaie sont également plus enclins à nier les conséquences négatives ressenties par d'autres? Si l'énergie renouvelable est mature financièrement, comme le répètent les différents ministres de l'écologie depuis quelques années, le financement participatif peut se muer en rente collective. L'énergie renouvelable serait évidemment plus populaire si elle permettait d'enrichir collectivement les Français plutôt que d'être à la charge fiscalement, ce qu'elle est actuellement. Pourtant, on entend dire que le financement participatif est la voie de garage pour des projets qui sont refusés parfois par les banques. Autrement dit, si ça finit en participatif, c'est que ce n'est pas rentable. Merci de nous donner quelques précisions sur ce sujet. Je voudrais conclure en abordant un sujet difficile, celui des arnaques à l'investissement participatif. L'image globalement bonne de ce secteur et sa rentabilité réelle ou supposée sont parfois des appâts pour les personnes peu scrupuleuses. Beaucoup de témoignages, y compris dans ma circonscription, rapportent des cas des panneaux solaires qui se transforment en gouffres financiers, soit qui ne sont jamais mis en service, soit qui ne se rentabilisent jamais. J'ai moi-même été contacté via Internet pour du financement participatif d'éoliennes à grand renfort. Je termine. Donc, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ces différents sujets? Je vous remercie. Je vais vous laisser répondre, sachant que derrière, nous avons une vingtaine de questions, donc je vous demanderai d'être assez concis. Peut-être dans l'ordre, il y a une question qui a été posée, qui a été évoquée deux fois, notamment par M. Mathiez, mais qui est revenue par la suite, concernant question électricité, chaleur. Alors, il y a des mécanismes de soutien extrêmement différents pour l'un comme pour l'autre. Quand même, pour faire très simple, concernant l'électricité, il y a un opérateur et un réseau unique qui détient tous les compteurs et qui est susceptible de gérer la mutualisation, de gérer, les circuits vraiment d'une aide au fonctionnement, ce qui a été choisi, considérant par ailleurs que les investissements étaient portés par le privé, etc., etc. Concernant la chaleur, on a une différence fondamentale, c'est qu'on a systématiquement, en gros, il n'y a pas de réseau unique de chaleur sur l'ensemble du territoire. Chaque projet est local et la production et la consommation de chaleur se font en gros au même endroit. Modulo 10 km de réseau de chaleur ou 20 km de réseau de chaleur. Mais il y a vraiment cette logique projet. Donc le choix qui a été fait, qui est que concernant les projets de chaleur renouvelable, le soutien public est apporté à travers une aide à l'investissement.
Et c'est le rôle du fonds chaleur, qui est, comme vous le savez, qui est un outil opéré. Enfin, pour les projets collectifs du fonds chaleur, qui est un outil mis en œuvre par l'ADEME, et pour les projets des particuliers, ça se passe à travers le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui revient à une aide à l'investissement. Et vous posez une question spécifique sur les réseaux de chaleur. Aujourd'hui, dans le cadre des aides du fonds chaleur, qui permet d'aider à la fois des installations de production, biomasse, géothermie, solaire, etc., et des réseaux, les réseaux représentent plus de la moitié des aides. L'an dernier, 294 millions d'euros d'aide du fonds chaleur. Plus de la moitié était directement pour les réseaux, pour les tuyaux, et encore une petite partie pour les installations de production liées. Deuxième élément qui est revenu dans beaucoup d'interventions, notamment du côté effectivement des Républicains, sur la thématique des énergies renouvelables et de leur priorisation. Effectivement, vous soulignez, monsieur le député, que quand on parle d'énergie en France, déjà on parle d'abord de nucléaire, après quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de l'électrique, et enfin on parle du thermique. Mais vous mettiez également en avant le fait que il y a un chiffre à avoir en tête. À l'heure actuelle, 50% de la consommation en énergie finale l'est sous forme chaleur. Donc effectivement, il faudrait commencer par rentrer pour la question des usages chaleur, donc à la fois le chauffage, à la fois effectivement l'eau chaude sanitaire, en réfléchissant d'abord par énergie renouvelable thermique. Donc la biomasse, la géothermie, la chaleur fatale de récupération qu'on peut mettre en œuvre sur un certain nombre de process. Et effectivement, on a un retard certain dans la part des énergies renouvelables d'un point de vue participatif, qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui, à comparer effectivement aux énergies renouvelables électriques. Ça veut donc dire qu'on a déjà un élément au niveau des énergies renouvelables électriques qui est encore assez faible en termes d'investissement citoyen en France, à comparer effectivement aux dynamiques qu'on a dans d'autres pays. Mais ça veut dire également qu'on a une ouverture assez grande encore à mener au niveau des énergies renouvelables thermiques. D'abord dans la connaissance des énergies renouvelables thermiques et de leur usage. Ensuite, effectivement, dans le soutien financier qu'on peut en avoir. Et c'est assez essentiel à ce niveau-là. Donc pour compléter, effectivement, dans les projets citoyens d'énergie renouvelable, on a bien toutes énergies renouvelables. Effectivement, il y a un prisme français sur l'électricité, mais on a un développement des projets citoyens de méthanisation, des projets citoyens de réseaux de chaleur-bois, en plus des projets qui existent de solaire ou d'hydro ou d'éolien. Il faut bien distinguer, ça a été fait, mais je pense que c'est important de le redire, les projets qu'on appelle citoyens ou à gouvernance partagée, où on a une implication des collectivités et des citoyens à la gouvernance, des projets participatifs qui font appel à du crowdfunding, puisque, et donc là je rebondis sur la première question, c'est bien dans ces projets où on a une implication des citoyens et des collectivités à la gouvernance, qu'on n'est plus dans une logique uniquement de placement financier, donc on n'est pas dans une logique de faire passer la pilule au niveau local, mais quand on a des habitants du coin, des collectivités qui s'investissent dans les projets, qui maîtrisent le modèle économique des projets et qui maîtrisent les décisions stratégiques, ce sont bien ces habitants qui vont chercher à réduire au maximum les impacts des projets, qui vont chercher à augmenter les retombées économiques, et qui vont chercher aussi à répondre aux craintes des habitants, que ce soit par exemple sur l'éolien ou sur la méthanisation, qui peuvent susciter parfois des craintes ou des questionnements. Et ben, c'est essentiel quand on a les habitants du coin qui sont copropriétaires du projet et qui peuvent répondre aux questions de leurs voisins. On a parlé de label. Il faut voir que pour les projets citoyens, on aura aussi la notion de communauté énergétique qui va être extrêmement importante, qu'il faut encore retravailler, adapter au contexte français. Il a été évoqué la question de la participation des populations modestes aux projets citoyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les projets citoyens, il y a une dimension forte qui est celle de la gouvernance démocratique. Ça veut dire qu'on a une décorrélation du capital et des droits de vote. Ce n'est pas forcément parce qu'on a beaucoup de capital qu'on a autant de droits de vote. Et donc c'est une des possibilités voilà, on peut avoir des citoyens qui sont représentés dans le projet, qui ont plus de droits de vote que ceux qu'ils n'apportent en capital. C'est une question effectivement de gouvernance démocratique. Tout à l'heure, quant à la question de savoir si finalement on ne se retrouvait pas dans une situation où les financements citoyens allaient pallier des financements bancaires difficiles à obtenir, ce n'est pas le cas. Clairement, sur les projets dont on est en train de parler ici, et notamment les projets d'ENR électrique, n'ont jamais de problème pour financer l'investissement. Une fois que les autorisations sont acquises, il n'y a vraiment aucun problème, les banquiers y vont sans souci. Le sujet, éventuellement, la complexité peut être justement dans les phases amont.
Et ce qu'évoquait Marion Richard à l'instant est important. Concernant les projets citoyens, le fonds Énercie, donc opéré par la Caisse des dépôts, a justement pour but d'accompagner des projets citoyens dans la phase, en gros, les études. Si on parle d'éolien, les études de vent, les études d'impact, etc., tout le processus qui permet d'aller jusqu'à l'autorisation, jusqu'à l'obtention des différents permis nécessaires. Bon, pour le photovoltaïque, pour d'autres projets, c'est plus simple, mais grosso modo, il faut retenir ça. Il n'y a pas de sujet pour ce qui est de financer l'investissement une fois que les projets sont montés. La complexité peut être en amont. Voilà, je voulais apporter cette précision-là.